Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir et merci aux organisateurs pour nous donner l'occasion de donner nos résultats. Donc on va vous présenter une étude qu'on a intitulée « Revivre » et qui effectivement traite des enjeux psychosociaux des nouveaux traitements pour 2 maladies rares, la drépanocytose et la mucoviscidose. En revanche, en accord avec les organisateurs, on va se focaliser sur la mucoviscidose. On n'aura pas le temps de faire la vision comparative, mais si ça vous intéresse, vous pouvez nous voir après. On peut vous donner des dates où on présente aussi les résultats de drépanocytose. Donc ça marche. Donc on va vous présenter l'étude, le rappel des objectifs de l'étude. En fait, très brièvement, c'était de produire des données générales sur les aspects psychosociaux. Donc vous allez voir que c'est une étude pluridisciplinaire sur les effets de ces nouveaux traitements qui quand même changent beaucoup de choses dans les 2 maladies et dégager le point de vue des patients de chacune des pathologies. Dégager aussi, on a mené des volets soignants pour chacune des pathologies et évidemment mené aussi une analyse de nos données ensuite de manière comparative. L'idée, c'était de décrire les transformations des pratiques et des relations de soins qui sont occasionnées par ces nouveaux traitements et de produire des recommandations. Donc il y avait une visée aussi participative dans cette étude, produire des recommandations en incluant des discussions avec les patients sur nos analyses et avec les soignants. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va se centrer sur le vécu des patients. Donc juste un tout petit préambule parce que c'est des choses qui sont beaucoup revenues à l'occasion de nos discussions avec les soignants et les patients. Notre étude s'intéresse aux difficultés rencontrées avec le traitement du Kaftrio, non pas pour remettre en question l'efficacité du traitement, évidemment, c'est pas du tout l'enjeu, ni encore pour culpabiliser les patients qui pourraient rencontrer d'éventuelles difficultés, mais bien pour décrire la réalité de la vie avec ces nouveaux traitements et en améliorer l'accompagnement. L'idée aussi, c'est d'appeler cette étude « Revivre » parce qu'on voulait mettre au travail la notion de guérison et c'est ce qu'on va vous décrire aujourd'hui, comment finalement les nouveaux traitements permettent de vivre une nouvelle vie, une autre vie, non plus avec la même maladie, mais non pas sans la maladie non plus. Voilà. Donc, ok, donc ça on vous a mis avec des petits verbatims comme ça. L'idée, vous voyez, c'était quelques inquiétudes en fait concernant les résultats de l'étude, avec l'idée que si on commençait à dire que ça n'allait pas très bien, est-ce qu'on allait pouvoir continuer d'avoir des études améliorant les traitements, etc. Donc, voilà. Tu peux passer à la suivante. Donc en termes d'entretien, on a mené pour le volet de la mucoviscidose 41 entretiens, 20 avec des patients. Il y a eu une exclusion parce que c'était un patient qui sortait de nos critères d'inclusion. En fait, on s'en est rendu compte après, il n'était pas sous traitement depuis suffisamment longtemps. Puis avec 21 professionnels de santé. Et les entretiens ont lieu entre 2022 et 2023, grosso modo. Très rapidement, cette slide décrit notre échantillon. Donc, juste ce qui est notable, c'est de voir qu'il y a 12 femmes et 7 hommes qu'on a recrutés sur plusieurs CRCM, au début via les CRCM qui étaient partenaires de l'étude, donc le CRCM de Roscoff et celui de Foch. Et puis ensuite, comme on avait du mal à recruter des patients en dessous, vous voyez l'âge médian, c'est 36 ans, donc on avait du mal à recruter des patients plus jeunes. Et donc on a ouvert notre recrutement en faisant appel aux associations de patients, dont VLM. Et l'idée, c'était que les patients soient au moins depuis 1 an sous Kaftrio. Et après, voilà, il y a des données sociologiques assez usuelles. Donc le plan de notre présentation va consister à vous décrire les changements positifs qu'a occasionné le Kaftrio, puis ensuite vous décrire un peu les nuances qu'on a aussi entendues autour de la question de la guérison. Et on a tout ce qui est entre guillemets, ce sont des verbatims de nos patients. Donc revivre, les patients disent on revit, on renaît, mais ce n'est pas une guérison. Et puis ensuite décrire le processus et voilà ce qu'on entend par le processus du revivre autour de ce qu'un patient nous a dit, qu'on trouve très juste, c'est-à-dire c'est difficile même si c'est mieux, avec plusieurs séries de points qu'on va aborder. Et en conclusion, on abordera aussi comment revivre, c'est-à-dire comment envisager l'accompagnement avec ces nouveaux traitements.
Oui, alors moi je suis Céline Lefebvre, je suis la philosophe de l'équipe. Il y avait donc une psychologue ainsi que des sociologues. Le CAF Trio donc, apporte, selon les patients, un changement évidemment positif. Ici, quelques termes qui sont revenus: une chance, un cadeau, le meilleur jour de sa vie, quelque chose de révolutionnaire, de magique, un changement de vie. Ce qui est noté, c'est d'abord le caractère immédiat des changements éprouvés. Quelque chose aussi d'étrange, beaucoup de verbatim autour d'un sentiment d'avoir un corps inconnu, encore étranger, non familier, un costume de Robocop par exemple, un éprouvé aussi au plan psychique et moral d'euphorie, un regain d'énergie, un bonheur jamais éprouvé, jusqu'au sentiment d'invincibilité. Et puis, on va le voir, le fait d'avoir le sentiment de laisser enfin la mucoviscidose derrière soi. Évidemment, des vécus d'amélioration de la qualité de vie, et pas seulement au plan médical, notamment une idée de enfin pouvoir être plus disponible pour soi, pour les autres, pour le monde, et enfin pouvoir se focaliser sur des préoccupations qui jusqu'ici étaient laissées au second plan. Ce qui est motivé par le fait qu'il y a un allègement des traitements, bien sûr, et puis... oui, pardon. Là, voilà, on a illustré ce point avec quelques verbatims. Il faut que je coordonne. Le CAF Trio, voilà, fait que j'étais comme une pile électrique, que c'était magique, que c'était un médicament comme si j'avais fait 30 séances de kiné d'un coup et 30 aérosols. Et aussi, nous avons sélectionné ce verbatim qui dit que même le rire devient une expérience nouvelle parce qu'il ne se mêle plus à la toux. Évidemment, ça a des incidences à la fois intimes et dans les relations sociales. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Donc, le terme de renaître et de revivre est apparu à plusieurs reprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois, comment c'est caractérisé par les patients, une vie qui est plus confortable, plus normale, plus insérée. Une vie plus insérée dans la vie dite des bien portants, ou la vie normale, sociale, normale. Évidemment, une autre vie, une nouvelle vie, une seconde vie, d'où le terme de renaissance qui a pu apparaître. Et puis, un point aussi qui nous a paru très important et transversal, le passage d'une vie vécue comme une lutte contre la maladie et contre l'angoisse de la mort à une vie qui, enfin, en est délestée, même si il n'y a pas une omniprésence pour chacun des patients de l'angoisse de la mort, et qu'elle peut ensuite évidemment s'élaborer, se vivre de manière très variable selon les individus. Elle nous a paru quand même être très commune. Ce vécu d'amélioration physique peut aussi s'exprimer à travers le sentiment de se sentir sauvé, de se sentir guéri aussi, même si ce sentiment de guérison est contrebalancé par la conscience et le savoir que le CAF Trio ne conduit pas à une guérison. En particulier, évidemment, il n'efface pas le caractère génétique de la maladie. Il n'efface pas la dépendance aux médicaments, avec l'émergence de craintes nouvelles liées à la crainte éventuelle de pénurie, d'une efficacité qui diminuerait, d'effets secondaires qui pourraient apparaître au long cours et qui sont encore inconnus. Et puis, de manière très profonde, la conscience de la fragilité de la santé qui persiste. Alors, on va voir les effets secondaires et les difficultés qui, justement, donc, rendent complexe ce processus de revivre que nous avons donc nettement distingué d'un état de guérison. Quelques verbatims: je me sens sauvée, mais je sais que je ne suis pas guérie.
quand je dis sauver, c'est que je me sens plus apaisée par rapport à ce qui peut arriver. Il faut que je reste quand même vigilante parce que c'est vrai que malgré les effets secondaires qui étaient un peu compliqués, il y a eu une petite période de flottement, je me suis sentie un peu invincible. Donc ces verbatims aussi sont intéressants parce qu'on voit l'ambivalence et l'oscillation, l'incertitude dans laquelle se trouvent les patients. Entre sentiment d'invincibilité, mais prudence, vigilance. Voilà, j'avance d'un pas. C'est bon, maintenant je peux. Nous, on voudrait insister là maintenant sur le fait que vivre avec le CAF Trio est donc en fait quand même un bouleversement. On va voir qui touche toutes les dimensions de la vie. C'est pas seulement une amélioration sur le plan somatique, mais ça touche le rapport à soi, aux autres, au monde, aux soins, à la médecine en général. Et donc, on va continuer d'abreuver par des verbatims qui nous démontrent voilà, comment c'est un chamboulement, un bouleversement. Et donc, ce fameux verbatim qui dit « c'est difficile, même si c'est mieux », une personne qui dit ça. Donc, tout d'abord, il y a une remise en question de l'identité. Tu peux passer, je sais pas, c'est un peu le bazar. Donc en fait, si on se dit que le corps est le lieu depuis lequel on construit son identité, on construit son expérience subjective, l'expérience d'être soi, eh bien on peut imaginer que tous ces changements corporels, évidemment, induisent un peu un désordre identitaire, plus ou moins prononcé pour certaines personnes. Donc on l'a dit, cette nouvelle énergie, ce corps qui fonctionne autrement, auquel on n'était pas habitué, qui est tout d'un coup doté de beaucoup de puissance. Il y a une personne qui nous a dit c'est comme si on m'avait mis un moteur trop puissant dans une vieille voiture. Voilà. Donc en fait je ne sais pas conduire cette voiture. Et puis aussi un corps qui devient silencieux. Ça c'était très intéressant. Il y a une jeune patiente qui nous a dit avant, je passais ma vie à écouter mes poumons, et aujourd'hui, je ne les entends plus, et je ne sais plus vivre autrement. Voilà, donc c'était intéressant. Donc voilà, on voit bien comment ça revivre, ça bouleverse le sentiment identitaire, et donc ça passe nécessairement par se réapproprier son corps, de se réadapter à de nombreuses habitudes. Je prends celle alimentaire en particulier, puisque ça radicalement s'est passé de l'autre côté. Il fallait cette fois-ci faire attention à son poids et tout ça, alors que c'est des patients qui sont habitués à avoir eu la consigne de beaucoup manger, etc., d'avoir des alimentations très riches. Et puis on a noté aussi par moment, ce phénomène était tellement aigu qu'il y avait parfois des phénomènes de dépersonnalisation. La dépersonnalisation d'un point de vue psychique, c'est quand, pour aller très vite, c'est un phénomène un peu dissociatif qui n'est pas pathologique mais qui est très désagréable et qui fait que parfois on se sent être extérieur à soi, on se sent être extérieur à son corps, donc pour montrer que la problématique corporelle elle induit quand même tout un tas de choses au niveau psychique, au niveau relationnel, etc. L'identité était très liée aussi aux soins, avec, comme l'a dit Céline, en fait, les soins qui étaient à une visée de lutter quotidiennement pour que la maladie ne prenne pas plus de place, plus d'espace, pour lutter contre l'enjeu qu'elle n'atteigne aussi la vie. Et donc, en fait, subitement, quand tout ça disparaît, il y a un sentiment de vide qui nous a été vraiment énoncé de manière très partagée, voire un sentiment de dénuement, et presque un sentiment parfois d'illégitimité, certains l'ont dit comme ça, à prendre soin de soi désormais. Or, avec le CAF Trio, il ne faut quand même pas arrêter de prendre soin de soi. Mais il y a eu des moments de vacillement comme ça. Et puis, prise de conscience aussi, finalement, un peu à rebours de toutes les stratégies déployées pour faire avec la maladie, pour faire contre la maladie. Et que ça aussi, ça laisse un vide et ça ouvre à un inconnu et un avenir absolument inédit dans lesquels on n'a pas forcément de repères pour naviguer. Donc ça, vous voyez bien comment de la question identitaire, on arrive au questionnement existentiel. On l'a vu dans le verbatim précédent, je ne me sens plus malade, mais je ne suis pas guérie. C'est un questionnement existentiel qui, grosso modo, dans nos données, se manifeste dans une identité qui serait entre deux.
c'est-à-dire il y a une perte de partie de soi, du soi avec lequel on a vécu avant, mais on n'est pas non plus complètement guéri et on est toujours quand même malade. Donc voilà, il y a vraiment un tâtonnement identitaire avec l'idée aussi, hein, beaucoup nous ont dit ça, qu'on peut se sentir un apostat, quelqu'un qui renie sa religion, c'est-à-dire au sens de finalement, mais est-ce que je suis toujours le même? Est-ce que j'ai toujours les mêmes valeurs? Est-ce que je crois toujours aux mêmes choses? Voilà, une redéfinition, vous voyez, qui va quand même bien au-delà des simples changements comme ça corporels qui sont quand même conséquents. Donc l'idée, c'est de dire, hein, que tous ces patients expriment l'idée de vivre autrement la maladie. Il ne sait pas qu'il n'y a plus de maladie, mais ils la vivent autrement, mais non pas sans la maladie. Et aussi dans leur identité, de se sentir autrement le même. On a emprunté cette expression à un psychanalyste qui s'appelle Norbert Bensaïd. Voilà, donc on vous a mis quelques verbatims. Vous voyez la dépersonnalisation un peu, hein, je me vois à l'extérieur en voyant tout le combat et tout le travail mental. Je suis séparée de ce qu'un être humain peut arriver à faire, hein. Il y a quand même parfois une prise de conscience de la dureté et de la difficulté de l'avant. Être dans cet entre-deux, je pense que c'est vraiment ça. La maladie est différente avec le Kaftrio, mais vraiment sous toutes ses formes. Je m'occupais tous les jours de ma santé avant, tous les jours pendant que je faisais ma kiné, etc. Je travaillais mon souffle, je défendais la vie, mais aujourd'hui, il me manque un peu l'essentiel, hein. Vous voyez comment ça déstabilise quand même les repères. Autre point qui est apparu extrêmement de manière saillante, c'est un rapport au temps qui change. C'est-à-dire que le traitement du Kaftrio ouvre sur une série d'appréhensions du temps qui change. Donc tout d'abord, comme là, on ne va pas le redire, mais il y a une forme d'euphorie du présent, hein, c'est-à-dire que là, tout à coup, les effets immédiats du médicament et de pouvoir repousser la mort peuvent amener à subitement investir le présent différemment. Aussi, il y a une nouvelle échelle de temps qui s'ouvre, hein, un temps qui passe de limité à indéfini, beaucoup plus ouvert, un passage du court terme au long terme. Et certains patients nous ont dit, mais en fait, avant, je me préparais un peu à la mort, ou voilà, à ce que ça aille moins bien, et maintenant, je dois me préparer à la vie. Donc, il y a un peu un renversement d'une angoisse de mort, qui était un peu toujours là, comme une épée de Damoclès, à aussi une angoisse de vie, et je dirais presque une angoisse du vivre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que je mette aujourd'hui dans ma vie pour revectoriser les choses. Et tout ça s'accompagne d'émergences très concrètes, hein, de sujets auxquels beaucoup de patients avaient décidé de ne plus penser, avaient mis de côté en fait. Certains nous ont parlé de la retraite, du vieillissement, de devoir investir l'avenir, et que tout ça, ça donne une espèce de vertige dont ils ont pu témoigner, voilà, et aussi en disant aussi que en fait, ils se sentaient vraiment sortir d'une situation où c'était les soins qui encadraient beaucoup leur vie et leur avenir, et que là, sans ces soins, sans tout cet entourage, en fait, ils se sentaient vraiment un peu vaciller face à cet avenir. Autre point très important, c'est que le passé ne disparaît pas. En fait, le passé même revient beaucoup sous forme de traces, hein. Donc, on s'est appuyé là sur la pensée d'un philosophe qui s'appelle Frédéric Worms, qui a écrit un livre qui s'appelle Revivre. Et dans l'idée du revivre, il y a l'idée que, en fait, on ne repart pas à zéro avec le Kaftrio. Évidemment, le Kaftrio n'efface pas les vécus de la maladie, les habitudes qui ont été prises, les mesures et les choix qu'on a dû faire à cause de la maladie, et que du coup, ouvrir sur du nouveau, ça rappelle aussi quand même le passé, hein. C'est revivre, c'est à la fois avoir du nouveau, mais c'est aussi répéter le passé, c'est-à-dire revenir dessus et pouvoir en faire quelque chose avec cette nouvelle donne. Voilà, donc il y a vraiment cette prise de conscience qui peut parfois être assez douloureuse, hein, que le Kaftrio ne résoudra pas tout ce que la maladie a provoqué, a produit, et avec bien sûr cet entremêlement vers un futur qui oblige à prendre en compte le passé et en même temps à investir un avenir un peu difficilement. Voilà. Donc tout ça pour dire que revivre est un processus qui demande beaucoup de temps, en réalité beaucoup plus de temps que la seule prise du médicament et les effets absolument importants qu'ils produisent immédiatement, et aussi un travail de soi sur soi qui est différent du travail qui pouvait exister, du travail du malade et sur la maladie qui pouvait exister auparavant.
Juste avant de passer le micro à Céline, voilà, vous voyez un peu des verbatims qui nous ont semblé très parlants. Voilà, je disais que je n'avais pas d'avenir avant le CAF Trio, et le fait que je me dise que j'ai de l'avenir, j'ai envie de forcément faire plein de choses, mais il y a encore le passé qui revient souvent. Et mon esprit me dit du coup, quelqu'un d'autre, tous les trucs d'il y a 30 ans en arrière, est-ce qu'on peut les traiter maintenant? Donc ça a été un peu violent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut traiter Parce qu'il n'y a plus de danger, du coup, c'est bon, on peut en parler. Du coup, je pense que j'étais un peu déprimée pendant certains mois parce qu'il fallait vraiment prendre conscience de tout ça, pour montrer tout le travail psychique aussi, mais pas que. Et puis, une jeune femme qui nous a dit, le temps, voilà, je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison qu'à 30 ans passés, ça n'aille pas. Genre vraiment, je peux faire tout ce que je veux. Ça m'a fait, je pense, reconsidérer un peu toute mon existence. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire parce que je n'avais pas anticipé le sujet, mais alors pas du tout. Alors, je ne sais plus où il faut que je parle. Le deuxième thème, le troisième après le temps et l'identité qu'on voulait traiter, c'était celui des changements de normes de vie. C'est-à-dire ce qu'on appelle les normes de vie, c'est les manières de vivre, les allures de vie, la manière dont on pense, on vit, on agit, on se rapporte à son monde, en particulier son monde social. Et ce qu'on a remarqué, c'est que avant les personnes nous disaient qu'avant le CAF Trio, elles menaient une vie normale. Et elles y insistaient. L'accent était mis sur une vie vécue comme normale dans plusieurs sens, en particulier celui d'être viable et même d'être vivable, c'est-à-dire d'avoir du sens et de comporter des plaisirs, et aussi assumé et revendiqué comme normal parce que refusant d'être réduit au statut de malade et refusant de marquer ainsi un écart dans l'existence par rapport aux autres et aux bien portants. Et en même temps, alors qu'il y avait cette forte affirmation, il y a aussi dans les propos l'expression d'une vie aussi vécue comme pathologique, c'est-à-dire, on l'a dit, marquée par la présence de la mort comme une épée de Damoclès, et aussi faite de multiples renoncements qui peuvent être banals, quotidiens, ou relatifs à des choix de vie beaucoup plus conséquents. Pourquoi cet accent mis sur la normalité ? C'est commun à plein de maladies chroniques. Les personnes recherchent, travaillent à mettre en œuvre une vie qui est normale pour elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles considèrent elles-mêmes comme normale parce qu'elles l'apprécient, elles la valorisent et elles y trouvent encore une fois le reflet de leurs valeurs. Et puis, recherche aussi d'une vie normale dans le sens de toute une vie à rechercher à s'inscrire dans les normes de la vie sociale, les rythmes, les choix, les interactions sociales, familiales, professionnelles. Donc un travail social qui est bien connu, qui concerne l'ensemble des aspects de la vie sociale. Un exemple fameux est bien sûr celui de dire ou de ne pas dire qu'on est malade. Voilà, il y a énormément de littérature déjà sur ce sujet en sciences sociales sur la maladie chronique. Pourquoi aussi affirmer cette normalité pour s'opposer à la réduction au statut de malade et mettre l'accent chez les patients sur le fait que la maladie a été un moteur très puissant dans leur vie, qu'il y a eu ce phénomène de lutte, d'accomplissement de soi malgré la maladie, d'une certaine vision parfois vitaliste de l'existence, c'est-à-dire vraiment d'une vie vécue comme un ensemble de forces qui a résisté à la mort et qui a résisté aux limitations de la maladie, et qui est cette lutte et cette puissance et cette inventivité est appréciée et valorisée par les patients et constitutif de leur identité. L'idée qui apparaît ici, c'est que la santé se niche aussi dans la maladie. Un patient nous a dit la maladie n'empêche ni l'équilibre ni la santé. Et donc ça nous montre comment, encore une fois, l'inventivité des patients est synonyme d'un vécu de santé à l'intérieur même des limites et des contraintes de la maladie. Et en miroir, après le CAF Trio, les entretiens nous montrent des patients qui sont encore en écart par rapport à ces catégories
normales pathologiques, de maladies de santé, c'est-à-dire qu'ils nous disent que malgré le CAF trio, il y a un accent qui doit quand même être mis sur justement la maladie, sur le pathologique, c'est-à-dire la nécessité de faire entendre pour eux qu'ils demeurent quand même en écart avec les normes sociales et médicales de la bonne santé, de la guérison. Ils nous ont exprimé leur fragilité, leur attention à leur corps, à leur santé, et leur conscience que la santé est un état plus encore pour eux-mêmes que pour d'autres précaire, pouvant basculer d'un côté à l'autre. On va quand même peut-être un petit peu accélérer, mais vous voyez par exemple ici, en bas à droite, il me semble que j'étais heureux quand même, il y avait des moments de plénitude intense, voilà, j'étais heureux, je me suis toujours considéré être en bonne santé. Voilà, ce qui peut paraître étonnant, mais pas tant que ça quand on connaît un peu la vie avec la maladie chronique. Et donc, après le CAF trio, il y a une reconfiguration des normes de vie. C'est donc ces manières de vivre, ce rapport au monde et les valeurs que l'on accorde à la vie sont retravaillées par les patients. Et ça se retravaille très concrètement à travers le fait que le vécu avec la maladie se redéfinit à travers d'autres gestes, d'autres rapports à son corps, d'autres techniques de soi. Et puis la recherche, c'est aussi un travail, la recherche d'un nouvel équilibre pour s'adapter à une nouvelle situation, pour accepter la nouvelle situation, aussi pour lâcher prise par rapport à toutes les exigences en fait qu'impose cette nouvelle situation et cette nouvelle existence qui est à construire et à reconstruire. On a déjà donc indiqué que finalement cette liberté dont il faut bien sûr se satisfaire, donnée par le CAF trio, elle est aussi un objet de travail et de reconstruction normative, pour le dire de manière un peu philosophique et en pensant à un philosophe de la médecine, Canguilhem. Ce qui n'est pas facile, c'est de s'insérer dans les normes sociales, les rythmes sociaux des bien portants. L'invisibilité de la maladie s'accroît encore auprès des proches, auprès des collègues, dans la vie sociale. Et donc, voilà, il faut suivre, il faut se conformer à ces rythmes et à ces contraintes de la vie sociale. Ça implique une nécessité d'expliquer cette vie nouvelle. Voilà, donc il y a tout ce travail social qu'on a expliqué de construction sociale de la maladie, expliqué dans la précédente diapo, qui est finalement à refaire avec des nouvelles coordonnées. Et puis très profondément, eh bien, il faut redéfinir ce qui prime, ce qui importe, ce qui vaut, ce qui compte dans l'existence et le sens qu'on lui donne. Donc, travail de réévaluation intense de ses priorités et de ses valeurs. Peut-être, ouais, on pourra en reparler. Et puis donc, notre dernière diapo, évidemment, notre travail, il a pour but de comprendre quels sont les besoins en termes de soins qu'on peut définir à partir de ces expériences. Il nous a semblé qu'il était important d'avoir la liberté de dire ses difficultés, non pour se plaindre, mais pour les objectiver, les partager, et la nécessité donc d'être entendu dans ce processus de revivre. Cela peut nécessiter de nouveaux interlocuteurs par rapport à ceux qui étaient initiaux dans la vie avec la maladie sans le CAF trio. Les réseaux sociaux, les pairs sont apparus comme dans les entretiens comme étant de bons interlocuteurs, des nouveaux professionnels de santé, on pourra en reparler. Les premiers vécus, donc là on était dans une période assez proche de la mise en œuvre du CAF trio. Les premiers vécus relatent de la part des patients un manque d'écoute sur leurs difficultés psychosociales, sur une minimisation de leurs plaintes au regard du miracle ou de l'avancée thérapeutique, avec pour eux un sentiment d'illégitimité à en parler ou à se plaindre, et un besoin de partager leurs expériences, pas seulement justement avec des professionnels de santé, mais avec
d'autres patients ou d'autres personnes qui ont pu traverser justement ce type de rupture, de bouleversement et de changement existentiel. Deuxième point, la nécessité néanmoins de maintenir une certaine continuité dans les relations de soins, et en particulier les relations médicales, mais pas que, aussi paramédicales. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à l'idée que penser cette continuité, c'était un soin en soi à apporter aux malades de la mucoviscidose. Anticiper, préparer la prise de Kaftrio pour des gens qui ont toujours vécu avec la mucoviscidose, permettre la liberté de garder ou non le lien selon ses besoins, selon les moments de sa vie, avec le CRCM, le médecin ou les professionnels dans lesquels on a eu confiance. Cette idée qu'un médecin ou un professionnel de santé, un kiné par exemple, avec lequel on a passé de longues années, n'est pas un médecin ou un kiné parmi d'autres. C'est le mien. Et il est dépositaire d'une histoire personnelle. Et puis, l'idée, c'était de discuter et de décider ensemble, justement, des liens qu'on maintient, des relations de soins qu'on maintient, et non pas de les imposer aux patients, mais que ça devait être délibéré avec eux, une décision partagée. Et dernière idée, la nécessité de mettre en place un soin global, varier les sources de soins, mettre en avant la pluriprofessionnalité. Elle l'était déjà, le soin était déjà pluriprofessionnel avant, mais peut-être en fonction des besoins des patients, leur permettre d'avoir accès à d'autres formes de soins plus divers, et donc en particulier l'activité physique adaptée. Par exemple, des séjours de répit dans cette accélération de l'existence ont été mentionnés comme un besoin. Le recours à des pratiques de soins de soi, comme la méditation, le recours à un coach, un sophrologue, un psy, etc. Donc on s'arrête et on vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On va voir s'il y a des questions. Je vais me déplacer. Ça me fait du bien pour la ligne. Merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment passionnante. Si j'ai bien compris, vous avez évoqué au début la difficulté à avoir des entretiens avec des patients. Vous auriez aimé en avoir davantage, c'est ça? J'ai bien compris? Non, en fait, on a eu des difficultés à recruter. En fait, on n'a pas du tout eu de difficulté au départ. On a lancé nos premiers entretiens. Et ensuite, on a un petit peu regardé quelle typologie démographique. Et on s'est rendu compte qu'on avait une moyenne d'âge de 36 ans. Donc, on s'est dit, mais où sont les jeunes, en fait? On avait envie d'aller un peu chercher des patients qui étaient entre 20 et 30 ans. Mais pourquoi pensez-vous que ça a été difficile ou que c'était compliqué d'aller chercher des patients plus jeunes? Il y a plein de raisons. Ça, je ne sais pas, puisqu'ils nous ont pas dit. Ceux qui ne viennent pas à nous ne nous disent pas pourquoi ils ne viennent pas à nous. Mais je pense qu'on peut émettre plusieurs hypothèses. On peut dire qu'ils n'avaient pas forcément accès à l'information, donc c'est d'où la sollicitation de VLM. Et voilà, on pouvait se dire aussi qu'il ne souhaitait pas revenir sur cette expérience et peut-être considérer qu'elle était très bien. Et parce qu'on insistait quand même sur l'idée de comment vivez-vous cette expérience et rencontrez-vous des difficultés. Peut-être que cette tranche d'âge-là a rencontré moins de difficultés. Enfin, il y a plein de possibilités. Hein. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Mais je voulais revenir sur vos conclusions et sur le fait qu'il peut être un peu troublant qu'un certain nombre de patients aimeraient un suivi peut-être complètement nouveau, y compris, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, en n'allant plus forcément au CRCM. Et donc, est-ce que vous pourriez un petit peu développer cela et sur des préconisations ou des choses assez pratiques qui pourront être proposées suite à votre étude? Alors non, en fait, pardon si c'est ce que vous avez compris, mais en fait c'est pas ce qu'ils disent les patients. Donc cette dernière diapo vraiment on leur a demandé qu'est-ce qui serait bien pour vous en fait, qu'est-ce que vous envisageriez pour accompagner ce revivre suite au Kaftrio. Et donc en fait c'est pas tant un suivi tout autre.
c'est que l'effet du médicament est tel qu'il faut repenser le suivi et les soins. C'est ça qu'ils disent, en fait. Et donc ça, ce sur quoi Céline a appuyé, c'est que ce qu'ils demandent avant tout, c'est que ça soit discuté, hein, qu'ils puissent se mettre au travail, ça, au sein du CRCM, dans la relation de soins spécifique, parce qu'ils sont, comme elle l'a dit, très liés à leur médecin référent, le kiné, qui a une place vraiment centrale dans leur vie parfois. Enfin, donc l'idée, c'est pas du tout de changer totalement de soins, c'est de pouvoir le redéfinir en fonction des changements du CAF-TRIO et peut-être de plus le diversifier en genre de soins reçus et en lieu de soins aussi, c'est-à-dire pas forcément tout au CRCM, mais par exemple avoir comme ça un éventail de soins possibles en médecine de ville, en séjour de répit, enfin voilà, vraiment une diversification, hein. Donc c'est plus nuancé que ce que vous dites, mais peut-être tu veux compléter. Non, mais vous soulignez un point important, c'est que le soin est d'abord une relation avant d'être un geste technique, et donc pour beaucoup d'entre eux, effectivement, maintenir un lien avec le CRCM est absolument cohérent avec toute leur histoire de maladie. Donc non, personne nous a dit plus jamais je veux avoir affaire aux gens qui m'ont tant soutenu pendant ces années-là. Mais par contre, il faut transformer et ouvrir effectivement le champ de ces relations de soins. D'autres questions ou... Bonjour, merci pour votre présentation, c'était superbe. Moi, la question que je me pose, c'est que maintenant, on est là, c'était au bout d'1 an, et maintenant, dans votre expérience, au bout de, là, ils sont à 3 ans de CAF-TRIO, est-ce que c'est se revivre ils ont avancé, évidemment, ils ont appris à nouveau avec CAF-TRIO. Et ils en sont où en moyenne, les patients? Est-ce que c'est... parce que là, c'est vrai que les modifications, elles ont été ultra rapides, quoi. Alors, je ne peux pas vous répondre pour eux. L'idée, c'était de leur donner vraiment la parole. Mais vous avez raison, il y a un phénomène de temporalité. C'est-à-dire que là, on a, nous, notre étude, et y compris sur le volet soignant d'ailleurs, hein, elle se situe vraiment... quasi à l'ouverture. Quand on a déposé le projet, le CAF-TRIO venait d'être mis, enfin pas sur le marché d'ailleurs, mais en tout cas venait d'être donné à titre compassionnel et ensuite c'est ouvert. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que on a donc organisé des restitutions de nos résultats avec les partenaires, les patients qui ont souhaité participer. Donc on les a vus presque 1 an plus tard. Et 1 an plus tard, il y avait des choses qui demeurait identique. C'est-à-dire que le travail psychique, le travail de soi sur soi dont on parlait tout à l'heure, le travail vraiment, comment il faut engager quelque chose d'important pour faire face en fait à toute cette redéfinition, cette recomposition, ce travail face au changement existentiel, identitaire, psychique, relationnel. On a peu parlé des relations avec autrui, là, de la famille et tout ça, mais c'est énorme les reconfigurations aussi. En fait, ce travail-là est un processus qui ne s'opère pas en 3 mois, 6 mois, 1 an. Et d'ailleurs, c'est un processus qui s'opère de manière singulière, propre à chacun, et qui nécessite des appuis souhaités par chacun de manière singulière aussi. Voilà. Donc, pour nuancer un peu, c'est-à-dire oui, sans doute qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais ça dépend aussi de la trajectoire de chacun, de la trajectoire de soins et de ses appuis et des ressources dont il dispose. Et peut-être juste pour terminer, c'est que, en revanche, ce qui ressortait aussi dans cette restitution, c'est qu'il était quand même toujours difficile que le revivre puisse être exprimé avec des difficultés dans l'entourage, auprès des soignants, auprès de ceux, par culpabilité, auprès de ceux aussi, enfin, en pensant aux patients qui ne pouvaient pas en bénéficier. Voilà. Donc il y a aussi un travail qui est assez invisible et compliqué en fait à énoncer. Voilà. J'ajoute juste un micro-mot pour dire qu'on n'a pas présenté les entretiens avec la drépanocytose, mais ce qu'il y a vraiment de commun, c'est que, et c'est aussi documenté dans la littérature en dehors de notre recherche, c'est que vraiment le terme de guérison, qui est un terme à la fois familier et mal défini, mais aussi très médical, hein, qui renvoie au cure, au traitement, en fait, ne correspond pas à ce bouleversement existentiel et social. Voilà, et que du coup, le vocabulaire médical est aussi, voilà, ce que ça
pense que Camille va enchaîner là-dessus, mais ce que ça comporte comme positionnement dans les relations de soins, comme organisation des soins, quoi. Voilà, les termes de cure, de guérison ne correspondent pas. Il y a une autre question, je crois, dans l'autre salle, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Ils sont très sérieux aussi et très attentifs. Oui, bonjour. Deux questions. La première question, effectivement, c'est en lien avec la drépanocytose. Mais dans la mucoviscidose, l'expression revivre, elle a existé. S'agissant de la transplantation pulmonaire, est-ce que vous avez vu dans la littérature des points de similitude avec ces deux expériences dans la mucoviscidose et au-delà? Et une question, j'ai pas tellement entendu parler des interactions ou de la place du patient dans la famille et de son évolution au travers de la mise sous Kaftrio. Est-ce que vous avez recueilli des phénomènes de ce type? Sur la première partie de la question, effectivement, l'après-greffe est souvent décrit comme une renaissance. Et voilà, enfin, pas seulement dans la mucoviscidose, mais dans toutes les formes de greffe. Et nous, en fait, on a préféré notre mot infinitif, revivre, parce que renaître peut être utilisé par les patients, mais revivre nous paraît plus faire écho avec le travail, hein, la somme d'activités, la reconstruction dont les patients sont les premiers acteurs, en fait. La nécessité de ce soin de soi dans tous les domaines de l'existence. Le terme de renaissance peut-être pour nous, je pense, faire trop écho à une page qu'on tournerait et aussi à un état, alors que revivre caractérise ce double mouvement d'avoir à revisiter le passé, donc ne pas tourner la page, et de le reprendre à son compte, de faire un travail de se demander mais quels ont été mes choix dans ma vie professionnelle, familiale, conjugale, amicale, et comment à la fois je me rends compte que j'ai développé des ressources, des forces incroyables, que j'ai vaincu des combats incroyables, et comment en même temps j'ai dû renoncer. Et c'est tout ce bilan en fait qui est à faire, et pour faire ce travail de reprise biographique, pour se réécrire une nouvelle histoire. Et donc voilà, le terme de renaissance nous paraît moins riche de ce point de vue. Dernière question. On peut faire un forum après, si vous voulez. Bon, du coup, la dernière question. Bonjour, Christelle Garnier, psychologue en CRCM pédiatrique. Et donc, merci beaucoup pour ce travail. Et moi, la première question qui me vient, c'est est-ce qu'on va interroger des parents aussi sur cette question-là et comment ils revivent aussi après le traitement proposé à leurs enfants? Est-ce que c'est une idée d'étendre à cette population pédiatrique? En fait, pour vous répondre très brièvement, dans le dernier volet de cette étude, comptait bien rassembler les deux communautés, enfin, chacune des communautés soignants et patients, et mettre au travail des pistes d'autres recherches à partir des résultats qui se dégagent là. Donc, on peut vous laisser nos coordonnées, on peut recueillir des envies et des besoins de nouvelles recherches. C'est sûr que c'est infini. Hein. Voilà, je réponds brièvement aussi la question de tout à l'heure sur les relations familiales. On n'a pas trop pu, enfin, elles sont en creux dans tout ce qu'on a dit, mais on n'a pas pu documenter avec les verbatims. Mais c'est évident, vous pouvez bien imaginer que face à ces mouvements, face à ces changements si profonds, ce n'est pas du tout possible que les relations avec les proches ne changent pas. Donc il y a eu des reconfigurations évidemment très importantes, des choix de vie aussi qui se sont faits à l'issue de la prise du traitement, des choses qui se sont confortées, des choses qui se sont déséquilibrées. Bien sûr, ça nécessiterait presque une enquête en soi. Voilà. Mais merci beaucoup en tout cas.